Bonjour à tous et à toutes pour ce séminaire Humanibot qui est un petit peu décalé dans le temps par rapport à d'autres. Nous sommes passés à un lundi, mais peu importe. Nous sommes très très heureux aujourd'hui de recevoir France Cadet qui est une artiste polymorphe extrêmement productive et extrêmement inventive et originale qui à la fois gère un atelier de robotique à l'école d'art d'Aix et en même temps œuvre en tant qu'artiste à essayer de poser les questions qui sont questions que la philosophie de manière générale, l'esthétique, l'art et le design peuvent poser, c'est-à-dire de quoi le robot est-il le miroir? Le robot dans toutes ses formes, et ce qui est très très intéressant, alors moi je connais, j'ai été voir un peu votre œuvre, on est vraiment content de vous avoir ici. Il y a de la transparence humaine, il y a de l'anatomie, il y a de la graphie, il y a du 3D, il y a un petit peu toutes les ventilations possibles des œuvres d'art qui vont questionner en transparence et en extension la question de la robotique dans l'homme, avec l'homme, à côté de l'homme. Et là, en l'occurrence, à côté de l'homme, il y a cette extension intéressante de l'animal, puisque Humanibot, donc doublement, vous matchez doublement avec l'objectif du séminaire, puisque on interroge les bots et on interroge l'humanibots, c'est-à-dire animabots derrière l'humanibots, les frontières de l'humanité à travers les machines et les relations qu'on entretient avec le reste du vivant et tous les objets que l'humanité a produits. Vous avez un rapport très humoristique, très sarcastique, très décalé, qui fait aussi la richesse de votre œuvre, et notamment dans ce que vous avez travaillé autour de l'animal robot. Et donc, on est très content de vous avoir une troisième fois, je le répète. Maintenant, c'est à vous, vous avez la parole. Je me tais et nous accepterons ensuite l'ensemble des questions pour créer un débat autour de votre œuvre et de ce que vous allez présenter aujourd'hui. France, Ben, c'est à vous. merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation. Euh, donc effectivement, alors attendez, hop, voilà. Donc effectivement, je suis un peu une artiste de l'hybridation art-science, c'est-à-dire que j'ai eu une formation en sciences, mais relativement rapide. Puis je me suis tournée vers une école d'art en fait, et j'ai toujours évolué dans un milieu artistique, culturel, mais où on s'intéressait un petit peu à la question des technologies et du progrès. Donc, notamment à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, où j'enseigne depuis 25 ans. Donc là, vous voyez un petit peu les images de l'atelier où j'officie, avec un côté vraiment bricolage et un peu DIY de notre atelier. Et j'ai aussi enseigné en fait à Chicago, donc on retrouve un peu le même esprit, même si les frais d'inscription avoisinent les 50 000 dollars l'année. Donc avec un petit peu plus de rigueur, on va dire, que dans nos écoles parfois françaises, et des distributeurs comme ça de composants électroniques, de manière à ce que on puisse travailler 24 heures sur 24 sans interruption lors de nos créations. Euh, donc voilà, donc j'ai toujours un peu évolué dans ces deux domaines, mais je ne suis qu'une simple artiste, j'allais dire. Donc je vais vous montrer un petit peu comment l'idée du robot est apparue dans mon travail par la question de l'animal en fait. Donc j'ai eu un petit peu des grandes périodes comme ça d'une dizaine d'années où j'ai traité la question d'abord de l'animal, ensuite du robot chien et puis du robot plus humanoïde, plus proche de l'humain. Donc la première période, elle traitait vraiment de l'animal d'expérimentation en fait. C'est-à-dire que mon passé un petit peu rapidement dans les labos de recherche ont suscité cet intérêt pour l'animal d'expérimentation et notamment la souris blanche. Donc j'ai beaucoup travaillé avec ces animaux-là. Puis ensuite, j'ai élargi à l'animal de compagnie, l'animal à des fins agroalimentaires ou la question de la chasse, par exemple, en utilisant ce petit robot chien du commerce, de façon à incarner un petit peu plus ces questions-là et à susciter un échange avec le public. Puis, la question s'est un peu déplacée avec l'utilisation de cette machine, c'est-à-dire est-ce que ces machines peuvent souffrir ou peuvent en fait, les capacités et les limites de ces machines qui deviennent de plus en plus présentes dans notre quotidien.
Et donc ensuite, je suis passée à la question du robot humanoïde, en fait, bien plus proche de nous, et avec des questions, est-ce que ces machines peuvent éprouver du désir ou jusqu'à avoir une conscience? Alors en fait, mon amour de la biologie a donné naissance à mes premiers travaux, qui étaient uniquement des dessins, en fait, que je réalise par accumulation de points, un peu comme des planches anatomiques, où je propose une biologie spéculative, c'est-à-dire une forme de vie alternative, en mixant, en proposant des hybrides, en mixant les caractéristiques de plusieurs espèces. Alors souvent, ce sont des espèces qui ne sont pas si éloignées, ce qui fait que ces formes de vie sont plausibles, entre guillemets. Elles pourraient exister. Donc au début, j'ai commencé à proposer comme ça des formes de vie alternatoires, jusqu'à aller à des radiogrades. Alors là, l'idée, c'était de proposer des espèces qui sont éminemment plus fictives et imaginaires, hein. Ce sont des espèces qui seraient capables de s'adapter à un taux élevé de radioactivité, alors à un taux rapide et subit tel qu'un accident nucléaire, hein. À l'époque, on avait déjà connu Tchernobyl, Fukushima n'avait pas eu encore lieu. Mais l'idée, c'était de voir un peu, d'interroger la capacité d'adaptabilité de ces espèces. Donc, j'ai proposé tout un grade, donc plusieurs espèces d'animaux capables de s'adapter à un taux de radioactivité élevé. Donc là, vous avez le stronçioïde mutare. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'il mange. Le Papilio androidus. Et là, vous pouvez les voir à la saison des amours. Alors, je les dessine un petit peu par accumulation de points, comme ça. L'idée, c'est vraiment comme des planches du XVIIIe siècle, de restituer par cette accumulation de points les reliefs et les formes de ces papolios et de ces radiogrades. Alors, je dis restituer parce qu'en fait, ils ont existé. C'est-à-dire que j'ai réalisé aussi des grandes sculptures comme ça, d'1 mètre de diamètre, qui ont peuplé. Alors, il s'agissait d'un espace fictif, le Tchernobylome, qui était censé analyser ce nouvel écosystème qui aurait muté. Et donc, il y avait toute une étude aussi anatomique de leur nouvelle physiologie et de leur digestion. Donc, basée sur des équations chimiques existantes, hein. Celui-ci, par exemple, mangeait du plomb radioactif. Vous pouvez voir à gauche dans son anatomie, réalisée avec des composants électroniques, qui permettaient de bombarder ce plomb radioactif, de capturer les cellules, les photons radioactifs, et donc il rejetait du polonium. Donc il y avait vraiment une fiction, c'était vraiment annoncé comme ça, mais en même temps, euh, c'est un monde qui pourrait exister. Donc il y avait différentes espèces, hein, l'uranivore, l'alumivore, le plombivore. Et c'était vraiment présenté dans un esprit aussi de muséum d'histoire naturelle. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me fascinent, cette science de la vie, la biologie, comprendre le vivant, autant au niveau cellulaire qu'au niveau de l'individu, voire de l'écosystème. Donc il y avait des petits organismes comme ça, un petit peu atrophiés, et là est né mes premiers organismes que j'ai voulu animer. En fait, j'ai voulu leur insuffler une sorte de forme de vie avec des mécanismes très simples qui étaient mécaniques et qui faisaient respirer cette sorte de peau de latex. Donc voilà, il y avait différentes espèces avec cette petite aiguille qui était le témoin de vie de ces organismes-là. Alors, c'était vraiment des mécanismes très rudimentaires, hein. Vous voyez, il y a plus d'une trentaine d'années. Mais voilà, petit à petit, j'ai commencé à vouloir fabriquer euh, des organismes qui réagissaient ou qui stimulaient la vie. Donc ensuite, j'ai utilisé de l'air qui était bien plus proche de la respiration de ces organismes, avec des petits systèmes pneumatiques qui les faisaient respirer, toujours pareil, avec une grosse machinerie qui les maintenait en vie, sur cette idée d'artificialisation de la vie, avec ce petit ballon très ironique qui était le témoin de vie de cet organisme-là.
Donc, il s'appelait Biomorphos. Il y a vraiment un rapport à la taxonomie, à la dénomination latine, qui imite un petit peu euh, la façon dont on nomme les choses en biologie. Euh, voilà, donc il y avait aussi le Cryovum sensibilis. Alors celui-ci, voilà, il avait une forme de réaction. Donc c'était un de mes premières installations un petit peu interactives. Il y avait un capteur de présence et lorsqu'on s'approchait, l'organisme respirait plus vite, comme s'il était peut-être effrayé ou en tout cas s'il captait notre présence. Donc ensuite, j'ai ajouté un petit peu, voilà, une sorte de langage ou en tout cas de réaction à cet organisme-là. Donc, il s'agissait de systèmes uniquement analogiques, d'électronique analogique, avec une vingtaine de capteurs au mercure, qui permettaient, lorsqu'on prenait cet organisme-là, suivant la position dans l'espace, ça modulait des sons, juste physiquement en fait. Donc, c'était vraiment mes premiers essais électroniques avec cette sorte d'organisme un peu atrophié que l'on pouvait toucher et on pouvait entrer en contact avec lui. Alors bien sûr, petite parenthèse, j'ai essayé d'étudier tous ces nouveaux organismes qui auraient muté, mais je suis partie aussi du principe que certaines espèces n'auraient pas cette capacité d'adaptation si rapide et brutale, notamment les humains. Et donc j'ai imaginé tout un système de protection pour nous, pauvres humains, avec voilà, notre quotidien, avec ces systèmes de protection, des systèmes de protection également pour les animaux et notre environnement qui aurait changé comme ça avec un port omniprésent de la radioactivité. Alors ensuite, donc j'ai continué mes explorations avec les souris en fait, parce que donc j'avais des souris, je les regardais, je les dessinais, je les analysais, vraiment comme un scientifique en fait. Je passais mon temps à essayer de comprendre ces petits organismes-là. Et puis j'ai voulu faire une machine qui réagisse, qui obéisse au rythme de la souris. Donc la souris avait sa petite roue et j'ai fait un petit système qui détectait la vitesse de la roue. Et quand la souris faisait de la roue, il y avait cette sorte de ballon rouge, un petit peu comme tout à l'heure, là, ce témoin de vie, qui respirait plus ou moins vite en fonction de la vitesse de la roue de la souris. Alors, lors des expositions, par exemple, il y a eu une galeriste qui a voulu, donc la souris dormait la journée, hein, elle vivait principalement la nuit, donc je trouvais ça intéressant en fait. Il y avait une sorte de frustration à parfois ne pas voir la machine fonctionner. Mais la galeriste a essayé de décaler le rythme circadien de la souris en l'éclairant la nuit, de façon à ce que la souris dorme la nuit et ben, soit active la journée. Donc ça m'a posé un petit cas de conscience parce que je voulais à la fois questionner les conditions de vie de ces souris-là, autant les souris de laboratoire que les souris domestiques, hein, puisqu'on peut acheter une souris comme ça dans un magasin d'animalerie sans aucun problème. Et donc ça m'a posé un problème de travailler avec ces animaux vivants tout en dénonçant un petit peu leurs conditions euh, de rétention, j'allais dire, avec la cage. Et donc, ben, j'ai construit le même dispositif, mais pour le spectateur. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu placer le spectateur dans la position du cobaye, en fait, et par sa curiosité, qu'il soit poussé à, à jouer ce rôle, en fait, de sujet d'expérimentation. Donc, il avait une roue, et il pouvait courir, et toujours pareil, en fonction de la vitesse de la roue, il avait la motivation, la récompense en fonction de sa performance. Alors là, j'ai dû mettre une motivation, hein, contrairement à la souris, pour le motiver à courir. Donc, il s'agissait d'une fille qui lui parlait et qui devenait de plus en plus sexy, un peu dans l'esprit du Minitel Rose de l'époque, et qui l'encourageait en fait, et qui devenait de plus en plus motivante. Et donc, à la fin, elle se moquait un petit peu de lui. Donc, il avait un casque de telle sorte à ce qu'il soit le seul à bénéficier de sa récompense. Hum, donc j'ai aussi continué avec les souris du côté plus laboratoire, là,
et de manière virtuelle en proposant une sorte de cahier de souris disponible à la vente avec des pathologies. En fait, dans les laboratoires, on peut acheter comme ça des souris qui sont déjà hémophiles ou qui ont déjà un cancer ou une pathologie précise pour pouvoir effectuer des expériences donc sur ces souris-là. Et donc l'idée, c'était de proposer un catalogue comme ça de souris en mêlant des vraies souris qui existent, qui sont parfois méconnues du public, des souris qui étaient évidemment imaginaires, où il n'y avait pas de doute, et d'autres pour lesquelles en fait le doute était permis, où on pouvait se poser la question. L'idée c'était de savoir, de susciter le spectateur à se questionner sur la crédibilité de ces discours scientifiques, parce que souvent il a pas la connaissance nécessaire pour savoir la véracité de ces choses-là. Alors, c'est assez vieux. Je vais vous montrer une simulation puisque c'était fait sur un vieil Amiga en 95. Déjà, 95, c'était la deuxième version. Et je vais vous montrer ces souris-là. Alors, on a la Mus musculus, qui est donc une souris qui existe, hein, qui est très occupée. Il y a beaucoup d'humour dans les références où il y a plein de petites choses qui s'y cachent. Il y a la Mus capax pteronix, donc capax capable d'œufs et les ailes. Donc celle-ci, elle vole et elle est née à la suite d'un crossing over dans les gènes, suite à l'accouplement d'une souris et d'un canari. Alors les premières générations ont donné lieu à des souris normales, des canaris normaux et quelques petites souris mutantes volantes. Donc c'est comme ça qu'est née la première Muscapax pteronix. Ensuite, on a la souris sphérique, qui, elle, a une capacité immunologique beaucoup plus grande que les autres souris, en fait, puisqu'elle a un rapport volume surface d'échange avec l'extérieur limité. Donc, elle a une immunologie beaucoup plus grande que la souris carrée ou la souris plate. Alors, vous l'aurez bien compris, celle-ci n'existe pas. Euh, mais bon. On a ensuite la souris nude, qui est une souris sans poils, qui existe, elle, et qui est largement utilisée en laboratoire, qui a une immunologie très basse, donc très compatible pour les greffes. On a la souris alcoolique, qui, elle, a un déplacement sinusoïdal apode, donc sans les pattes, alors que la souris normale a un déplacement rectiligne appendiculaire. Alors, cette souris n'existe pas. On a aussi la souris étanche, qui, elle, a une petite peau de latex qui lui permet de vivre sous les eaux. Et on a une souris Nasomanus sensibilis qui a des grandes vibrisses et qui sent beaucoup la phéromone des femelles et qui est capable donc de détecter une femelle à plus de 6 km et elle se reproduit très vite. Et donc, on a aussi en dernier la souris paranoïaque que l'on ne verra jamais puisqu'elle est paranoïaque, mais aussi puisqu'elle n'existe pas. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de mêler des vraies et fausses souris. Euh, mais comme je vous disais, ce travail est un peu ancien. Et depuis, en fait, souvent, bah, la réalité a dépassé la fiction. Et on a vu des souris naître comme ça, qui étaient bien plus extravagantes que mes souris imaginaires que je proposais. Donc des souris, par exemple, phosphorescentes, ou plus étonnant, euh, cette souris qui se balade avec une petite oreille humaine sur le dos. Euh, donc il y a eu vraiment plusieurs versions de ces souris-là. Euh, c'est en fait pour une personne qui aurait eu un accident. On cultive en laboratoire sur une structure en polymère l'oreille du patient avec ses propres cellules. Donc en fait, les cellules vont remplacer la structure en polymère, puis on la greffe sur cette petite souris qui est immunologiquement compatible avec l'humain, de manière à ce qu'elle fasse de la peau, et ensuite on peut la récupérer pour la greffer sur sur son propriétaire déchu. Euh, donc j'ai voulu continuer dans mon exploration avec ces animaux-là, mais du coup ne plus travailler avec des animaux réels, mais avec des petits animaux artificiels. Euh, et donc, j'ai entrepris de fabriquer des lucioles électroniques. Euh, donc, j'étais fascinée par leur synchronisation biologique.
Voilà, je les observais, je les voyais se synchroniser, j'essayais de comprendre comment elles fonctionnaient. Et donc, au même titre que cette discipline scientifique qu'est l'intelligence artificielle, hein, qui vise à fabriquer des modèles artificiels pour comprendre le vivant, j'ai réalisé des petites lucioles. Donc, c'est un petit circuit électronique inclus dans de la résine qui clignote simplement à une fréquence propre. Chaque luciole a sa propre fréquence. Elle a des petites antennes, de telle sorte que quand on la met dans l'eau, elle détecte l'eau et elle se met à clignoter. Et petit à petit, on va voir le groupe comme ça se synchroniser. Donc c'était des dispositifs très simples. C'est un petit condensateur qui se charge globalement. Et une fois qu'il est chargé, il émet sa lumière. Donc une lumière LED pour visualiser la couleur, pour nous humains en fait, euh, et également de la lumière infrarouge qui leur servent à communiquer entre elles en fait. Donc à chaque fois, il y avait aussi des petits émetteurs et récepteurs. Et lorsqu'une luciole reçoit le message de sa luciole voisine, ça affecte sa vitesse de charge et donc ça se décale tout doucement, petit à petit. Et avec ce dispositif très simple, on peut observer comment une luciole déphasée qui va être amenée dans le groupe va permettre de se réorganiser tout autour de cette nouvelle luciole. Donc ensuite, c'est là que je suis passée au robot chien pour pouvoir avoir un petit animal artificiel, mais beaucoup plus perfectionné en fait que ces simples dispositifs que je fabriquais entièrement et où je découvrais en fait l'électronique. Je ne sais pas si vous voulez que je continue. Est-ce qu'il y a effectivement, alors je ne sais pas si on m'entend, est-ce qu'il y a effectivement à ce niveau-là des questions ou des réactions Bon, dans... on est juste merveillés de vous entendre et de savoir qu'en parallèle de tout ce que vous avez fait, nous, on est côté design, design d'interaction, donc on voit plein de parallèles aussi que les designers ont créé plus tard, peut-être grâce à ces choses que vous avez fait en guise d'inspiration. Donc, c'est fabuleux, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, il y a un caractère d'anticipation, on en reparlera tout à l'heure, mais par exemple, les lucioles, etc., ça fait penser à la robotique des seins, en fait, Mhm. qui est très à la mode actuellement, et vous avez déjà fait ça dans les années 90. Donc on se dit que quand même, vous étiez un Mhm. peu pionnière sur pas mal de thématiques, et j'ai des choses à vous parler, à vous dire aussi tout à l'heure à propos des crédibilités. Crédibilité. Voilà. Il y a des gens alentour là en robotique dans le programme, un grand programme de PEPR Mhm. O2R en robotique qui travaille sur les proto-lexiques en inventant justement de nouvelles formes d'associations sémantiques pour créer des nouveaux Mhm. concepts. Et on se demande, on se pose la question de savoir si ça va générer un nouveau lexique conceptuel. Mhm. Et là, vous déployez un lexique qui est quand même très inventif, très large. Voilà, à garder tout à l'heure, mais je me pose la question de savoir combien de ces concepts ont une postérité en fait. Mhm. Voilà, Ah, mais ça c'est un débat peut-être qu'on aura un peu plus tard. mhm. En fait, quand je suis arrivée à l'école d'art d'Aix-en-Provence, j'y suis allée aussi pour Louis Beck, qui était la personne qui avait créé l'atelier robotique de l'époque, donc en 92. Et en fait, c'est lui qui parlait, j'aime beaucoup ce terme, je me retrouve là-dedans, d'épistémologie fabulatoire. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas de science ou de vivant sans imagination, sans interpolation et sans côté exploratoire. Donc, il avait inventé ces termes. Et en fait, quelque part, je faisais de l'épistémologie fabulatoire sans le savoir. Et je suis allée à Aix-en-Provence pour le rencontrer. Et voilà, il avait vraiment aussi tout ce travail sur la terminologie, la taxonomie. Et c'est de là qu'après, mon travail a pris un sens un petit peu différent, puisque quelque part, il y a quelqu'un l'avait fait beaucoup mieux que moi avant. Euh, donc voilà un petit peu. Bien, merci. On pourrait poursuivre un peu, histoire de voilà Mhm, qu'on continue à poser toutes les briques de cette fabuleuse maison épistémique que vous mhm. construisez. Merci. Oui, donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec ces petits robots chiens pour avoir un animal artificiel un peu plus élaboré que ce que j'aurais pu fabriquer entièrement. Et puis il y avait aussi la question de l'animal domestique qui m'intéressait, et puis même le chien, quoi, qui est l'animal qui a été le plus transformé par l'homme, en fait, qui a subi
le plus de transformations suite à des croisements successifs. C'est assez étonnant de se dire que toutes les races de chiens appartiennent à la même espèce de chiens familiers, quoi. Donc j'ai essayé de dresser ces robots chiens et de leur apprendre différentes choses. Par la méthode de renforcement positif, hein, qui est la méthode pour dresser certains animaux, ou négatif, donc la punition. Et en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est-à-dire que j'ai dû réellement les opérer de manière électronique et complètement hacker la carte mère et les reprogrammer entièrement pour qu'ils fassent exactement ce que je voulais qu'ils fassent pour arriver à mes fins. Alors en fait, j'ai dû faire ça parce que j'utilise un petit robot qui est beaucoup moins évolué que Sony, celui de Aibo qui est le plus connu, que vous voyez là sur l'écran à gauche. Moi, celui que j'utilise, c'est une sorte de copie de la version 2 de Aibo, euh, mais qui est pas du tout prévu pour être reprogrammé et qui est beaucoup moins performant que le Aibo. Euh, c'est une copie donc du deuxième. Le premier Aibo, c'était un chien, donc c'était la première chose à laquelle on pense en termes d'animal familier. Ensuite, ils ont créé un chat, puis ensuite ils se sont essayés à différentes esthétiques robotiques, plus japonisantes, blanches ou plus chromées. Euh, voilà, donc le robot que j'utilise, c'est plus un jouet. Il vaut à peu près 10 fois moins que le Haibo, hein, qui est de l'ordre des de 2500 euros. Moi, le mien vaut à peu près 200 et quelques dollars. Ils ont arrêté de le fabriquer d'ailleurs. Euh, donc, il n'a pas de caméra, il est beaucoup moins performant, mais il a quand même un certain nombre de contacts et de moteurs. Bon, il n'a pas de cerveau moteur, malheureusement, il a que des moteurs à courant continu. Mais voilà, donc j'ai dû réellement pirater ce petit robot chien. Alors, j'utilise un SDK que Aibopet a mis en ligne, qui est une personne qui avait travaillé sur le chien à l'origine. Donc, ça consiste à démonter entièrement le robot. Je rajoute aussi un interrupteur au passage, puisqu'il n'y en a pas. Je soude sur la carte mère, là où il y a le microchip en CMS, donc c'est assez délicat, une liaison série pour le relier à mon ordinateur. Je télécharge un bootloader à l'intérieur de la carte mère du robot de manière à ce que lorsqu'on allume le robot, il ne démarre plus sur son programme original, mais il démarre sur une mémoire flash qui est prévue normalement pour rajouter au robot sur le côté, pour lui rajouter des actions. Et donc, le programme démarre sur cette nouvelle carte. Et donc, il ne reste plus qu'à reprogrammer entièrement le robot en C et à le mettre sur cette petite carte flash. Et à ce moment-là, le chien va démarrer sur notre programme à nous. Alors, comme vous pouvez imaginer, ça m'a demandé beaucoup de temps de test pour arriver uniquement à comprendre ce système de développement, comment étaient numérotés les moteurs, dans quel sens ils bougeaient, etc. Donc, je me suis fait vraiment des fiches comme ça pour y voir clair parce que c'était très complexe. Donc là, par exemple, vous voyez, ces moteurs-là, ce sont juste des moteurs à courant continu. Donc, je peux pas avoir une position très précise. Quant aux pattes, c'est un peu mieux puisqu'il y a un petit encodeur. Donc j'ai un retour de la position. Voilà, mais donc j'ai dû me faire pareil des schémas pour les valeurs parce que vous voyez qu'elles sont absolument pas symétriques. Et ben, une fois qu'on a fait tout ça, euh, voilà, je suis arrivée à, malgré tout, même si le premier n'a pas survécu à l'opération, à en faire 7 pour ma première installation, à proposer 7 petits chiens hybrides qui donc évoluaient comme ça. Je vous montre un peu des images d'exposition sur des podiums qui sont un petit peu à mi-chemin entre le podium muséal et l'espace d'expérimentation. Et les gens sont amenés à se promener dans cet espace et à observer le comportement un petit peu étrange euh, de ces êtres hybrides. Alors, ils sont accompagnés souvent d'une fiche Pardon, signalétique Oui. Constance, je vous coupe parce que je me demande si vous pensez être en train de présenter vos slides ou pas là, parce qu'on les a plus à l'écran. C'est normal. Ah, si. Ah, Si, non, non, si, non. si, on les a, Véronique. Ah pardon, Ah, donc c'est moi. Pardon. Oui, c'est toi. ça fonctionne? Ouais, on les voit, on les voit. Ne vous Désolée, en c'est faites moi pas. qui, Non, Véronique, qui m'a du ça mal vient configurer de mon ta écran. Pardon. machine. Non, D'accord. tout bien. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème. Moi, je vous vois Si, pas, si, donc s'il y a... on est sur la fiche signalétique de Dolly, là, Tout à normalement. fait. C'est ça. Voilà.
Donc voilà, ces petites fiches, en fait, elles servent à donner le nom du robot, leur origine génétique, et donner les principales caractéristiques qui sont un petit peu des clés de lecture au lecteur et qui expliquent la raison de ces hybridations et quelle relation homme-animal j'ai voulu explorer avec quelle espèce. Alors le premier, c'est Copycat. Donc c'est une sorte d'animal familier idéal, en fait. Donc, puisqu'il mixe le côté joueur du chien et le côté un petit peu autonome et propre du chat. Donc, celui-là, voilà, il réunit les, les principales caractéristiques de l'animal familier. Alors, je vais vous montrer, ce sont des vieilles vidéos, hein, mais juste les moments caractéristiques de ce petit robot. Ah oui, alors, il faut dire que Copycat, donc à chaque fois, ça critique un autre aspect aussi, pas uniquement l'animal familier, c'est le nom du premier chat qui a été cloné aux États-Unis. Donc c'est une firme texane une université texane, A&M, qui faisait de la recherche fondamentale et qui s'est mise à faire du clonage commercial pour financer ses recherches. Donc elle est capable de vous fournir un nouvel petit être domestique qui est exactement la copie conforme de votre animal mourant ou disparu. Alors, c'est un robot qui est propre. Un robot qui dort beaucoup aussi, hein, comme un chat, et qui semble même être capable voilà, de rêver on ne sait pas à quoi il rêve, mais donc même si j'étais très limitée par les capacités de ce robot, voilà, j'ai essayé de retranscrire quelques moments caractéristiques de l'animal pour qu'on puisse s'y projeter en fait. Essayer voilà, il fait même ses griffes sur son gazon artificiel. Alors ensuite, un autre aspect de l'animal que j'ai voulu explorer, c'est l'animal d'élevage dans l'industrie agroalimentaire. Donc j'ai créé un hybride qui parlait des ovins et bovins dans l'élevage intensif avec Dolly, donc un petit chien vache, brebis, mouton. Donc Dolly, il vous aura pas échappé que c'est le nom de la première brebis qui a été clonée et qui est morte de mort prématurée. Et ce mélange, en fait, c'est un mauvais mélange parce qu'il a aussi les problèmes de la vache folle et de la tremblante du mouton. Donc, cette maladie qu'on a un petit peu générée en faisant manger des farines animales aux, euh, à nos ovins et bovins. Donc, au début, Dolly va bien, elle broute son gazon puis des farines animales et elle va commencer à être malade. On entend quand même les engrenages, vous voyez. Alors, c'est pas complètement tragique, hein. Dolly se relève, voilà, et elle va ressusciter. C'est un robot. Mais donc, dans les expositions, voilà, c'était son histoire. Elle mangeait, broutait, mourait. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que même si on voit que c'est juste un petit jouet, en fait, quand elle était malade, les gens me disaient, elle souffre, elle est malade et pas elle est en panne ou elle bug. Et en fait, instinctivement, les gens essayaient de la relever. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu. Et donc j'ai dû modifier mes programmes pour que pendant toute la phase où Dolly était malade, si on la relevait, euh, en fait il y a des capteurs de position, si on la relevait, elle se rejetait à nouveau sur le côté. Voilà, il lui fallait son moment de souffrance et après elle était guérie, elle pouvait se relever. Donc voilà, souvent j'ai été amenée à adapter.
les pièces en fonction justement de la réaction du public. Et c'est pour ça que je faisais ce genre de pièces. C'était pour impliquer le public et voir comment ces choses-là étaient perçues. Donc en termes d'animaux qui souffrent, en fait, il peut y avoir des animaux qui souffrent à cause de leur détention euh, dans une ferme ou une maison, hein. Donc j'ai fait une sorte de cerbère comme ça, un animal à deux têtes avec en fait il avait deux côtés, un côté gentil et un côté plus agressif, un petit peu comme deux personnalités en fait, ces maladies un petit peu d'ordre un peu plus d'ordre psychologique. Et donc le robot avait du mal à se mettre d'accord avec lui-même en fait et à discuter avec lui-même. Donc il y avait parfois le côté plus agressif qui prenait le dessus. Donc à ce moment-là, il marchait dans un sens et puis parfois il marchait dans l'autre sens. Bon, je vais avancer un petit peu. Euh, donc ensuite, je me suis aussi questionnée sur les animaux qu'on utilise comme réserve d'organes en fait, en réalisant Xénodog, donc par rapport aux xénotransplantations. Donc transplantation de tissu ou d'un organe d'une espèce sur l'autre. Donc là, en l'occurrence du porc, hein, puisque le porc est largement utilisé pour fournir à l'humain des valves de cœur, des cornets, le rein même, le rein est à laisser. Donc on a un petit porc de compagnie qui est socialement adapté à une vie domestique, mais qu'on peut à tout moment tuer pour récupérer un organe pour son propriétaire ou pour éventuellement un autre animal de la famille. Alors lui, il fait juste le petit cochon, le petit porc. Mais il y en a un deuxième comme ça, avec ses petites oreilles humaines sur le dos, en guise un petit peu d'aile. Mais donc il a ses deux oreilles humaines sur le dos, ce qui fait référence à la première souris que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. Donc des expérimentations bien réelles où l'animal est au service de l'humain comme des pièces de rechange. Également en référence à un projet de Symbiotica, qui est un collectif australien qui a fait pousser en laboratoire des petites ailes de cochon avec des cellules de porc, donc, par rapport à cette expression If pig could fly, à ce moment-là, tout serait possible, hein. Mais aussi des expérimentations de laboratoire, il fait référence à la troisième oreille de Stellark. Donc cet artiste australien qui part du principe que le corps est obsolète et qu'il faut l'augmenter grâce à de la technologie, il s'est donc équipé d'une troisième oreille qui est équipée de Bluetooth et de micros. Et donc on peut parler à son oreille ou se connecter à Internet et entendre ce que sa troisième oreille entend. Donc parfois, voilà, ce sont les artistes qui dépassent la fiction. Donc on voit mon petit robot qui peut-être est moins impressionnant que la troisième oreille de Stellark sur son bras. Bon, il n'est pas vraiment capable de voler avec ses oreilles, hein. Donc en termes d'animaux aussi transgéniques, mais réalisés à des fins artistiques et par des artistes, on a GFP Puppy, qui est en référence à GFP Bunny d'Eduardo Katz, cet artiste brésilien qui travaille avec les biotechnologies, qui est pionnier dans cet univers-là. Euh, il a réalisé notamment Alba, ce petit lapin phosphorescent. Donc, en ajoutant le gène codant d'une méduse qui vit dans les profondeurs, on est capable de rendre un organisme phosphorescent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est largement utilisé dans les laboratoires pour marquer les cellules, hein, pour détecter si une mutation a eu lieu ou suivre l'évolution de différentes cellules. Et son projet, c'était de faire un chien. Donc, c'était le Canine Project. Mais son projet s'est arrêté parce que ça a suscité beaucoup de polémiques, le fait qu'un artiste travaille avec ces biotechnologies, alors que c'est une technologie largement utilisée.
il y a eu des manifestations, libérer Alba. Enfin, donc voilà. Donc le projet s'est arrêté, mais son projet, c'était de faire un chien phosphorescent, le Canine Project. Donc quelque part, j'ai fait la version robotique de ce projet. Donc c'est vraiment une technique qui est répandue. On voit tout un tas d'animaux comme ça qui peuvent être rendus phosphorescents jusqu'à des animaux bien plus proches que nous, comme des primates. Donc c'est techniquement, on pourrait rendre un humain phosphorescent. Donc lui, il fait le loup, le chien de garde. Bon, il vit la nuit. Euh, Et aussi, je voulais parler de ces animaux transgéniques, ces nouvelles espèces que l'homme crée et qui sont parfois en fait euh, plus adaptés à leur environnement. Si par exemple celui-ci, donc on a voulu ajouter l'homochromie du caméléon avec le côté aquatique de la méduse, on a une nouvelle espèce qui semble peut-être se fondre dans son environnement, mais néanmoins elle n'est plus adaptée ni à son milieu d'origine aquatique. Si on met ce robot dans l'eau, il ne va pas survivre longtemps, et ni à ce milieu un petit peu plus terrestre. C'est-à-dire qu'on a un animal qui essaye d'avancer en nageant, par exemple. Il a des réminiscences de comportement aquatique. Voilà, alors souvent dans les expositions, il y a aussi toute une partie dessin. Et j'aime bien travailler avec différents médiums, un petit peu traditionnels comme ça, toujours avec cette accumulation de points, qui est ma manière de dessiner. Euh, donc soit qui reprennent les robots existants sous forme de planches comme ça, un peu pédagogiques. Euh, ou soit d'autres propositions où je mixe en fait l'anatomie supposée organique du chien avec ce petit robot, où je propose de l'acupuncture pour robot chien. Où les méridiens sont basés sur les vrais méridiens du chien. Voilà. Donc après Dolly c'est devenu mon animal fétiche en fait. Euh, Donc à la fois j'étais contente quand les gens essayaient de l'aider, de le relever, mais parfois il suscitait aussi beaucoup d'amusement dans les expositions, et les gens venaient le voir mourir en quelque sorte, et ça m'a un petit peu dérangée. Du coup j'ai voulu faire une autre installation avec cette fois-ci une meute entière de clones, un petit peu comme si Dolly était sortie du laboratoire et qu'on soit passé à l'étape de reproduction, donc dans le champ ou dans le pré, euh, comme c'est le cas euh, dans l'élevage industriel, euh, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus, un petit peu plus engageant et effrayant. C'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'une performance. Euh, donc là, vous voyez la production de tous ces êtres un petit peu identiques. Je fais beaucoup de séries en fait. Ça participe vraiment à cette volonté de classification, de taxonomie, de comprendre les choses, les classer. Donc chacun, évoluer de manière un petit peu autonome. Puis petit à petit, les symptômes pathologiques de la vache folle envahissaient la meute, le troupeau, et les robots se mettaient à se synchroniser. Donc ils tremblaient et ils mouraient tous en même temps, et, euh, et ils se relevaient pas, c'était la fin. Donc j'ai peu d'images de cette pièce-là parce elle a été montrée qu'une seule fois. Mais j'ai dû modifier mon petit robot pour pouvoir communiquer en temps réel avec lui, en fait, puisqu'il n'est pas du tout équipé de Wi-Fi ou de communication autre que l'infrarouge de la télécommande. Donc d'abord, j'ai rajouté un petit peu un module radio, mais il y avait toujours des décalages et c'était pas assez précis. Donc ensuite, un ingénieur avec qui je travaillais à l'école d'art à l'époque a développé pour moi un petit système Wi-Fi. Donc il a interfacé avec un microchip PIC une carte compact flash que j'ai pu glisser sous la carapace du chien. Et grâce à ça, chaque robot chien avait une adresse IP différente et j'ai pu les synchroniser pour que ce soit vraiment euh, très bien orchestré en fait. Alors je regarde l'heure parce qu'en même temps.
Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai été en résidence dans un laboratoire de robotique à Bristol pour développer cette pièce-là, que finalement j'ai développée avec un collègue ingénieur à l'école d'art. Euh, mais en fait, il y a eu une manifestation contre mon projet. C'est-à-dire que les fermiers pensaient que je me moquais d'eux. Il faut voir qu'à l'époque de la vache folle, les Français avaient boycotté la viande qui venait d'Angleterre, hein. Et dans ce laboratoire, donc 50 chercheurs qui faisaient de la recherche fondamentale et donc des hommes, vous voyez, ils titraient que je viens les perturber un petit peu. Donc c'était assez marrant de voir ça, quoi. En fait, ils étaient en colère après un robot qui a la vache folle. Et en fait, les scientifiques, après, ont fait un autre communiqué de presse et ça a suscité un dialogue. Et finalement, après, c'était très instructif parce ils ont un peu compris ce que je voulais faire avec mes robots. Mais le timing était compliqué. Je vais avancer un peu plus vite, sinon je pense on va manquer de temps. Ça, c'est juste une autre installation avec des pathologies un peu plus invalidantes du robot chien et de l'élevage intensif. Euh, mais pour arriver sur l'aspect de la chasse, en fait, qui est quelque chose d'assez aussi parfois clivant, avec les gens qui aiment bien qui défendent les animaux, mais qui sont capables de les chasser. Donc j'ai entrepris de faire des trophées de chasse avec ces robots chiens, toujours, euh, où je me suis inspirée en fait des principales espèces qu'on peut trouver chez les chasseurs, notamment les cervidés. Alors là, j'ai réalisé un cerf de 3 ans, donc j'ai repris les bois d'un cerf de 3 ans. Donc c'est réalisé à la main tout en résine. J'avais pas encore mon imprimante 3D puisque ça date aussi un petit peu. Le bois, pareil pour les socles, c'est 3 couches de bois collées, poncées à la main. J'ai vraiment ce rapport-là un peu artisanal avec mon travail. J'aime réaliser presque toutes les étapes. Euh, voilà, donc je vous montre un petit peu les coulisses, mais donc il y a les cervidés, donc il y a des antilopes, différentes espèces d'antilopes ou d'impala, toujours dans le même famille des antilopes. Et le nom est le nom original, en fait, latin de l'espèce en question. Donc on peut se demander si ce sont des espèces en voie de disparition, puisque je traite souvent d'espèces qui sont chassées à outrance dans les safaris, notamment là, comme les félins, euh, ou des espèces qui ont disparu, comme le zèbre de Burchell, voilà, ou le petit lion. Et donc, ils sont capables de réagir à l'approche du spectateur. Et plus vous vous approchez, plus ils vont devenir agressifs, en fait. Donc, les félins sont accrochés plus bas pour avoir une confrontation un peu plus directe, plus agressive avec eux. Et les cervidés vous regardent de haut, sont un peu plus accrochés en hauteur. Voilà, donc on a ces animaux peut-être en voie d'apparition en termes de robots. Ou est-ce que des espèces seraient protégées? Ce sont des questions à poser. Donc, il y a toujours des réactions assez rigolotes dans les expositions. Les gens jouent volontiers avec eux. Et ils sont persuadés qu'ils réagissent. Alors là, ils réagissent puisque les capteurs sont programmés, mais avec Dolly, par exemple, ils ne réagissaient pas. Donc là, on revient sur l'idée de l'intelligence collective, en fait, et des animaux qui vivent en colonie ou en essaim. Donc j'ai réalisé aussi un trophée qui regroupe en fait une famille ou un groupe entier de petits organismes assez simples, peu identifiables, comme des doigts ou une colonne vertébrale. Bon, ils sont faits avec les queues des chiens. Et donc on déclenche des séquences comme ça quand on passe devant. Alors il peut y avoir des séquences comme ça plus organisées comme des vagues, ou des séquences un peu plus rythmiques comme ça, entre presque de l'ordre de la communication.
Et toujours dans le même esprit, ensuite, j'ai créé une petite colonie donc de 120 papillons électroniques, Butterfly Effect. Donc, bien sûr, en lien avec l'effet papillon, et toujours cette idée d'intelligence collective. Euh, voilà, donc c'est comme une sorte de tableau, ils sont alignés. Donc, j'utilisais un petit papillon solaire que j'ai démonté. J'ai récupéré uniquement le mécanisme. Et ensuite, bah donc je pouvais individuellement contrôler le sens et la vitesse d'activation de chaque papillon. Alors c'est un petit peu, ça a été un peu complexe à réaliser, c'est un peu une usine à gaz, même si toute l'électronique est cachée, c'est pas l'objectif de cette pièce. Euh, mais voilà, si vous voulez voir un peu les dessous techniques, c'est des nucléos que j'utilise, donc un peu comme les Arduino, avec des petits contrôleurs de moteurs et chaque nucléo contrôle 20 papillons. Voilà, il y avait donc un Raspberry principal qui communiquait avec chaque nucléo qui contrôlait chacun 20 papillons. Au début, il y avait un capteur de distance en fait. Et l'idée, c'était que lorsqu'on s'approchait, on déclenchait des séquences, soit plus chaotiques, soit plus organisées. Et lorsqu'on s'approchait trop, les papillons s'arrêtaient un peu pour symboliser l'extinction de ces espèces, une sorte d'extinction programmée. Et puis je l'ai enlevé parce que les gens étaient trop focalisés sur cette interactivité, un peu comme un jeu. Et du coup, finalement, c'est devenu plus contemplatif. Et voilà, le spectateur n'a presque plus d'effet sur cette extinction qui est programmée. Bon voilà, donc il y a différentes séquences. Ensuite, j'ai continué mes hybridations, mais à ce moment-là avec le monde végétal. Donc là, c'était pour des expositions qui étaient dans des jardins, des musées, plusieurs expositions, où j'ai proposé des robots chiens hybrides, un petit peu qui jaunissaient en fait au soleil à la façon des végétaux lorsque le soleil les touche. Donc c'est juste une matière qui est thermoréactive. Et donc il y avait aussi des séries, des petites séries comme des miniatures. Donc là, on les voit dans le jardin ou qui sont un petit peu hybridés comme ça avec leur peau de végétale ou qui sont imprimés en bois avec du bois reconstitué. Et donc parmi ces robots-là, il y avait un petit chat taupière avec une petite souris verte qui lui court autour et qui semble un petit peu le défier. Et comme ce robot-là est un peu hybridé avec une plante, en fait, il est incapable de bouger à la manière des végétaux qui se déplacent peu ou très doucement, on va dire. Ça, c'est la deuxième version que j'ai améliorée avec un petit robot qui détecte votre présence, qui fait trois petits tours et puis s'en va. Alors, c'était un défi hein, pour rester 3 mois dans un jardin libre avec des feuilles qui tombaient, des insectes qui passaient, tout ça avec juste de la détection infrarouge. Alors ensuite, je me suis intéressée aussi à la question du bug, c'est-à-dire travaillant avec ces machines. Parfois, les machines peuvent dysfonctionner parce qu'elles sont souvent mal programmées, ou en tout cas, il y a une raison. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je peux programmer un bug? Donc, j'ai réalisé une installation avec 10 robots chiens que j'ai programmés de manière normale pour agir comme un robot qui est capable de détecter ses congénères, détecter les obstacles. Et de manière aléatoire, survenaient des bugs dans les programmes. Alors bien sûr, j'ai pas juste inséré des bugs, sinon les programmes se seraient arrêtés, mais j'ai programmé des bugs qui altéraient soit la locomotion du robot, donc il se mettait à avancer qu'avec deux pattes ou en faisant des roulades sur le côté, soit le caractère du robot, donc il devenait plus agressif, comme un chien de garde.
Voilà, c'est juste des extraits, ça, des petits bugs. Donc, ils avaient les yeux rouges quand les bugs arrivaient. Après, ils secouaient leur tête, les yeux redevenaient verts et ils reprenaient leur vie de robot chien normal. Euh, donc, sur l'idée des robots ou des jouets qui sont construits pour amuser l'humain, donc ça c'est indéniable, je me suis posé la question aussi, mais eux, est-ce qu'ils se divertissent ou est-ce qu'ils s'amusent? Souvent, ils simulent un amusement, mais est-ce que eux pourraient s'amuser? Peut-être qu'ils s'amusent. Donc j'ai créé Gaudémii, littéralement réjouis-moi, fais-moi plaisir, avec ce petit chien à bascule qui, vous allez voir, qui semble peut-être s'amuser. On peut interpréter, on peut interpréter en pensant que c'est un objet avec lequel on ne peut pas jouer, puisque quand on s'approche, on déclenche que son propre amusement, ou alors qu'il est content de nous voir, qu'il a une sorte d'amusement programmé. Donc ensuite, il y a eu aussi ce petit robot chat qui, lui, semble par contre se divertir, hein, puisqu'il regarde une version robotique de Nemo de Walt Disney. On a ce petit poisson clown qui nage dans cet écran et on a ce petit robot chat comme un Disney Channel Robotics. Donc c'est une sorte de projection future hein, en lien avec la vision de Philippe Cadic. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Ou peut-être dans notre futur, les robots artificiels auront supplanté les vrais animaux de compagnie. Voilà, alors les gens sont toujours persuadés que le robot leur répond, alors que celui-ci, en l'occurrence, n'a qu'un intérêt pour le poisson. Euh, Donc avec ces machines qui deviennent de plus en plus humaines ou performantes, je propose en fait des hybridations en spéculant sur leur anatomie qui pourrait être organique en fait. Donc par exemple avec des sérigraphies qui possèdent une encre à gratter. Donc lorsqu'on gratte la surface du robot chien, donc le côté artificiel, on découvre une des anatomies du chien. On ne sait pas laquelle. Il y a le système digestif, cardio-pulmonaire ou osseux. Et du coup, appartient à la personne le fait de gratter totalement ou partiellement cette sérigraphie sur laquelle le vivant et l'artificiel se rejoignent. Et ensuite, la dernière qui est le robot vu au rayon X, en fait, toujours pareil, on peut soit gratter entièrement la surface, soit utiliser son smartphone un peu comme une extension du corps, comme un appareil à radiographie qui nous permettrait de voir derrière la surface, en fait, à travers le corps. Bon, j'aime bien utiliser des techniques un peu low-tech, mais pour susciter le jeu et l'intérêt chez le spectateur, comme par exemple ces encres invisibles UV, où le public, à l'aide d'une torche UV, peut voir à l'intérieur du corps. C'est ce que pas mal d'outils ont. Alors là, peut-être vous avez reconnu, c'est le canard de Vaucanson du XVIIIe siècle qui était censé être capable de digérer. Donc j'ai repris les plans de ce canard-là et j'ai proposé un chien, donc The Dog Vaucanson, qui serait capable de digérer des aliments. On est vraiment dans ce côté d'illusion en fait. En robotique, il y a tout l'aspect biomimétisme, bien sûr, mais souvent on est dans cette idée de l'illusion, le robot qui va simuler différentes choses, comme simuler notamment des émotions. Donc là, j'arrive un peu à au robot humanoïde pour parler des questions un petit peu plus d'ordre de désir, d'émotion ou de conscience. Donc se poser la question de savoir si ces machines peuvent être sujettes à, à des préoccupations morales ou à avoir des désirs et des émotions. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je continue.
Il nous reste un petit peu de temps éventuellement, mais je pense qu'on a fait déjà un tour très détaillé et très, voilà, très explicite. Et peut-être que si vous avez encore des éléments qui viendraient, j'allais dire, en récapitulation et en conclusion, Mhm. on les pose tout de suite, comme ça, après on ouvre D'accord. le Donc je débat. fais juste deux pièces et comme ça. Mhm. Ouais. Ok. Oui, donc là en fait, donc je vais aller rapidement, mais tout est un grand travail d'hybridation entre le vivant et et l'artificiel sur ce vieux binarisme, dualisme de corps-esprit. Donc en proposant des cyborgs où je mixe mon visage, qui est censé être la partie, le cerveau, où serait la conscience, l'âme, avec un corps artificiel de métal. Euh, donc il y a une série comme ça de robots où certains sont interactifs un petit peu pour simuler le fait que chez moi, pour moi, l'émotion chez la machine est simulée. En fait, c'est une sorte de succession de signaux électriques et de 0 et de 1 programmés. Alors là, je vais passer. Donc après, voilà, j'ai aussi fait des sculptures, toujours sur cet esprit-là, la fusion corps-esprit, mais avec des corps qui sont en fait tels qu'on le fantasme dans la science-fiction, la littérature, le corps robotique qui semble pourtant très genré et qui semble pouvoir exprimer du désir. Alors toujours pareil, j'aime bien tout réaliser à la main, donc ça fait partie de la pièce, en fait, tout ce temps de création, un peu comme un artisan. Et les positions étaient issues des leçons de séduction d'Aubade, en fait, sur cette question du corps parfait qu'on nous vend dans les magazines et de l'idéal féminin. Ben, on a la même chose chez la machine. On fantasme la machine de la même manière. Alors, ça, ce sont des réalités augmentées. Je vais juste passer sur la dernière pièce qui est Demain les robots, où c'est une projection en fait un peu future, où j'imagine que demain les robots seraient capables de se reproduire seuls. C'est-à-dire que c'est l'étape ultime. Au lieu d'être immortels, ou de se réparer eux-mêmes, les robots auraient à leur tour imité le vivant en imitant l'embryogenèse naturelle et donc en étant capables de se reproduire seuls, soit sous forme de vitrine un peu dans l'esprit de muséum d'histoire naturelle, soit sous forme d'installations comme ça, un petit peu plus organiques, avec des incubateurs à bébés robots, dans lesquels des bébés robots sont en gestation. Et en fait, il faut se munir de loupe de ma création pour apercevoir, euh, pour projeter de l'autre côté de l'écran, en fait, pour passer à travers et voir cette projection. Ce sont des écrans qui sont modifiés, qui sont secrets, et grâce à ces loupes, on peut voir le- les bébés robots. Là, vous pouvez voir l'exposition qui est actuellement, qui a débuté à Paris, où justement j'ai adapté cette pièce comme si l'espace avait été colonisé par cette machinerie mi-organique, mi-artificielle, dans lesquelles des bébés robots sont en gestation. Voilà, donc là, vous voyez les différentes étapes, en fait, à la manière un petit peu d'une division cellulaire, mais un petit peu aussi, c'est l'idée du tétraèdre initial, qui est une forme géométrique très simple, comme en rendu 3D, les cellules, les polyèdres, les polygones se multiplient jusqu'à aboutir au robot prénatal fonctionnel. Voilà, bon, ça existe aussi en réalité augmentée, en grand incubateur, mais on va s'arrêter là. Sinon, on va plus avoir de temps.